120% News, la suite, c'est l'heure de Qui va vous convaincre. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 21h. 4 personnalités, 4 points de vue et 90 secondes chrono pour convaincre. C'est parti. Ce soir, nous sommes avec Rafik Smati, chef d'entreprise. Il faut faire payer les tests PCR, éviter ainsi la frénésie du test et limiter les coûts pour l'argent public. Maude Vergnol, co-directrice de la rédaction de l'Humanité. L'opposant Navalny, Alexis, arrêté en Russie et jugé et condamné à de la prison ferme. Il est un symbole, certes, mais ce n'est pas un héros. Regarde son passé, finalement pas si blanc que cela. Chloé Morin, politologue, l'arrivée du vaccin AstraZeneca nous donne une occasion, celle de vacciner la partie de la population la plus jeune. Et puis avec Alain Duhamel, éditorialiste, on parlera football, de la bataille financière autour des droits exorbitants du foot français. Ça lui donne une idée. Et si on redevenait raisonnable, et si les droits du foot étaient un droit pour tous dans la diffusion, sorte de service public? Qui va vous convaincre ce soir avec nos 4 personnalités? On va commencer avec Rafik Smati. La France a réalisé 40 millions de tests PCR. La France est le pays qui teste le plus en Europe. C'est d'ailleurs ce que rappelait aujourd'hui le ministre de la Santé, Olivier Véran, lorsqu'il était interpellé sur le fiasco des tests. Le ministre de la Santé a vivement répondu. Je ne peux plus entendre parler du fiasco des tests alors où nous sommes le pays d'Europe qui teste le plus depuis des mois, que nous avons désormais, monsieur Hetzel, il faut 0,6 jours pour pouvoir être testé, quel que soit l'endroit où on se trouve dans notre pays. Il faut moins de 24 heures dans 95% des cas pour avoir le résultat. Et dans 92% des cas, vous êtes appelé par l'ARS ou l'assurance maladie. Dans les 24 heures qui suivent votre test, il n'y a aucun pays au monde. Et vous savez quoi? C'est gratuit, monsieur Hetzel. C'est sans ordonnance. Et c'est quand vous voulez. Et je suis sûr que vous en bénéficiez lorsque vous estimez que c'est nécessaire. C'est ça le fiasco dont vous parlez? Eh bien écoutez, dans ce cas-là, vive les fiascos, monsieur Hetzel. Ah, c'était tendu, c'était vif, c'était à l'Assemblée nationale. Stop à la gratuité des tests. Rafik Smati, 90 secondes pour convaincre. Top chrono. Le ministre de la Santé le dit lui-même, c'est gratuit. Eh bien, je voudrais déconstruire cette légende urbaine selon laquelle les tests PCR seraient gratuits. Quand on parle de 40 millions de tests, 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros, ce n'est pas gratuit. Alors, je veux bien que quand on fasse des tests, on ne sorte pas le carnet de chèques ni la carte bancaire. Mais au final, ces 3 milliards d'euros, quelqu'un les paye. Et c'est qui les paye? C'est la solidarité nationale. Et la solidarité nationale, c'est qui? Eh bien, c'est vous et moi. Donc, ce n'est pas gratuit. Alors, je veux bien, et c'est tout à fait normal, que ceux qui ont des symptômes, ceux qui ont une fragilité en termes de santé, que ceux qui sont cas contact puissent profiter de la solidarité nationale. Mais est-ce que vous trouvez logique que la solidarité nationale prenne en charge l'hypocondriaque qui a envie de se faire tester une fois par semaine? Est-ce que vous trouvez logique que la solidarité nationale finance l'homme d'affaires qui va aller passer 3 jours à New York, accessoirement en classe business? Est-ce que vous trouvez normal que la solidarité nationale finance les tests PCR du vendredi pour permettre les déjeuners de famille du dimanche? Personnellement, ça me pose un problème. Ça me pose d'autant plus un problème que le gouvernement, on vient de le voir, se vante du nombre de tests qui sont réalisés. Moi, je préférerais qu'il se vante du nombre de vaccins qui seraient réalisés, d'autant plus que 3 milliards d'euros, juste à titre de comparaison, c'est 300 millions de doses de vaccins. Donc ça permet de poser le sujet. Donc non, oui, pardon, aux tests PCR qui ont une légitimité sanitaire, mais non à la gabegie et au faux altruisme qui nous fait passer pour des faux généreux. Stop à la gratuité des tests PCR. Maude Vergnol. Place au débat. Oui, alors je suis absolument contre cette idée. Précisément, la santé, ce sont l'accès universel. Vous avez raison de rappeler qu'en fait, vous parlez de gratuité, mais ce sont nos cotisations sociales donc, qui payent ça. Et que, il me semble évident que dans une tactique du tracé isolé, testé, qui est décisive, tout le monde le dit, pour vaincre cette épidémie, le fait que ce soit gratuit est une arme dont je ne vois pas pourquoi on se passerait, à moins d'estimer que les riches auraient le droit de se faire tester et les pauvres non. Donc je ne comprends pas trop votre état d'esprit. Et je trouve que c'est un peu le même, vous savez, que quand le gouvernement a annoncé que les travailleurs pourraient se déclarer eux-mêmes malades, pourraient faire eux-mêmes leurs propres arrêts maladie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, une partie du patronat avait poussé des cris d'orfraie en disant « ça va être la gabegie, pareil, les gens vont s'arrêter, n'importe comment ». Encore une fois, en gros,
les Français seraient des feignants irresponsables. Non, on l'a vu aujourd'hui. Les chiffres sont tout à fait normaux. Les Français sont responsables. Ils n'abusent de rien, pas même des droits qu'ils ont acquis et qu'ils ont gagnés. Donc non, je suis absolument persuadée qu'il faut continuer. Non seulement que ces tests soient gratuits, mais que toute la santé soit gratuite. Voilà. Mais c'est quand même extraordinaire. Vous réussissez sur un sujet tel que celui-ci à ramener le sujet de la lutte des classes, les riches contre les pauvres. Excusez-moi, c'est un peu de ça dont il s'agit. Vous expliquez que les riches ont le droit de se faire soigner et pas les pauvres. Donc si vous enlevez la gratuité, ça revient à ça. Mon point, c'est ce qui est utile de ce qui ne l'est pas. Et d'ailleurs, je l'ai dit, le riche qui va en business à New York, je trouve qu'il est illégitime que ce soit la solidarité nationale, c'est-à-dire vous et moi qui le payons. Et juste un point sur l'efficacité. Je veux bien. Mais sachez que, juste pour information, qu'avec le Danemark, nous sommes le seul pays d'Europe à agir de la sorte. S'il y avait un vrai succès de la gratuité universelle, je crois que ça se saurait. Moi, je pense que c'est une idée intéressante de responsabiliser les gens. Et on sait bien qu'on a ce problème-là sur les dépenses de santé en général. Le problème, c'est que je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air. Et qu'il y a plein de situations qui sont un peu entre les deux. Par exemple, si j'allais voir ma grand-mère pendant les vacances et que je me fais tester, je paye ou pas? C'est quand même mieux pour ma grand-mère que je puisse aller et que je puisse me faire tester. Pourtant, c'est pas impératif. Donc, je pense qu'il y a plein de situations comme ça qui sont un peu entre les deux. Et du coup, dans ces cas-là, on sait que les gens qui ont plutôt plus de réseaux, plus de capital culturel, social et économique, parviennent à contourner les interdictions. Ou quand ils sont riches, ils peuvent aussi payer, ils s'en fichent, mais on peut imaginer qu'ils se font faire des ordonnances, par exemple, plus facilement. Et ceux qui ont moins de capital quand même culturel, économique, etc., eh ben, ils auront plus de mal à contourner ces choses-là. Et donc, il y a quand même, enfin, je pense qu'il y a quand même sinon de lutte des classes, il y a un sujet d'inégalité sociale. Non, mais si votre sujet, c'est de dire que c'est difficile et qu'il faut mettre les bons garde-fous aux bons endroits, je suis d'accord avec vous. Mais le mot-clé que vous avez employé et que je vais reprendre à mon compte, il est important, c'est le mot responsabilité. À force de dire que tout est gratuit, mais je vais vous dire, c'est valable pour la santé, mais c'est valable pour tout, c'est valable pour l'éducation. Les services publics, au final... rendons l'éducation payante. Non mais madame, c'est l'urgence du moment, bien sûr. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les services d'urgence ou dans les écoles, les agents des services publics sont considérés par de plus en plus de monde comme des prestataires de services, alors qu'ils sont là pour rendre service. Donc non, rien n'est gratuit, ça a un coût, ça a une valeur, et c'est c'est respecter le service public et les agents de la fonction publique que de mettre le prix et la valeur qu'il y a derrière. Alain Duhamel, débat, stop à la gratuité des tests PCR. Moi, je remarque que chaque semaine après semaine, notre très sympathique interlocuteur trouve un moyen pour se plaindre des impôts. Ça, c'est son obsession. Ça revient, on est le mardi soir, donc c'est le jour où on doit dire il y a trop d'impôts. Alors, juste le pays où on paye le plus d'impôts dans le monde. C'est pas ce qu'il a dit, hein. Ah si. Ah non. C'est parce que non. C'est l'utilisation qui en est faite de l'argent public. Malgré votre excellent prénom, vous n'êtes pas assez attentif. Vous avez voulu... je termine. Allez-y, Alain Duhamel. Mais sur les impôts, c'est un problème. C'est lui qui a dit que, au bout du compte, quand on reprenait tous les éléments, finalement, quand on parlait de solidarité nationale, ça revenait à contribution financière à travers les impôts. Oui, franchement. Oui, mais est-ce que... Alors, allez-y, attendez qu'Alain Duhamel développe. Ça, c'était ma toute petite introduction pour dire chacun a ses manies. Moi aussi, j'ai mes marottes. Vous, c'est ça. Bon, très bien. Sur le fond, l'idée selon laquelle il y a, disons, des tests d'agrément et des tests de nécessité, c'est vrai. Donc sur ce point, je ne vais pas vous dire le contraire. On sait très bien qu'il y a des gens qui se font tester parce qu'ils sont anxieux ou parce qu'ils pensent que comme ça les garantit d'une certaine manière en y allant. Certains même tous les 48 heures, ça existe. Bon, évidemment, c'est stupide. Bon, mais je pense que essayer d'introduire une discrimination parmi ceux qui se font faire des tests, ça sera forcément au détriment de ceux qui sont les moins susceptibles de trouver les bonnes voies pour obtenir ce qu'ils veulent. Et donc, ce sera en plus, ce que vous détestez aussi,
un peu de bureaucratie supplémentaire. Pourquoi parler de discrimination? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas plutôt de responsabilisation? Parce que vous avez vous-même dit qu'il y a des tests d'agrément aujourd'hui. Oui. Et c'est vrai qu'on a vu qu'il y a eu une flambée Oui. au moment de l'arrivée Oui. des fêtes de fin d'année Oui. au moment des tests. On Bah, voit c'est ce que que je la dis. carte vitale fait qu'il y a des abus C'est aussi ce que d'ordonnances je dis. et de consultations, etc. Parce qu'on n'a pas la sensation de payer. Or, lorsqu'on a la sensation de payer, qu'on sait ce que l'on paye, on est plus responsable. On fait aussi plus attention sans monter à des tests à 250 € comme ça se passe au Royaume-Uni. Mais quand on sait que derrière, on y va un petit peu de sa poche, on se montre plus raisonnable dans ses comportements et du coup dans la manière dont on traite l'argent public. Alain Duhamel. Je vous répondrai que cette attitude-là, c'est l'attitude que spontanément tout le monde a vis-à-vis des problèmes de santé. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes de santé en règle Les médecins générale... à s'il y a l'hôpital disent eux-mêmes qu'il y a de l'abus dans les consultations et autres. Alors, Non, mais monsieur, c'est terrible Monsieur parce Duhamel, que vous me laissez pas répondre. Alors c'est de la Allez-y. discrimination. Bon, c'est de la responsabilisation. Allez-y. Bon, me non, je vous Non, permets il pas. me répond, Je vous pardon. permets pas. Vous me permettrez. Dès qu'il s'agit de problèmes de santé, chacun a, et c'est légitime, et c'est naturel, et c'est même souhaitable, envie de profiter de tout ce qui est possible. C'est vrai tout le temps. Bon, Profiter. ça coûte de l'argent. Faut pas dire le contraire, ça coûte de l'argent. Mais je pense que, comme le Danemark, on est un pays, de ce point de vue, privilégié, et le fait que quel que soit votre statut social, vous ayez accès au maximum de thérapeutique ou de prévention, ce qui n'est d'ailleurs pas assez développé, je pense qu'en soi, c'est plutôt la réussite d'une société que son échec. Bon, vous vantez l'exception française dans ce domaine, que le monde nous envierait mais ne nous copie pas. Simplement, je voudrais dire quelque chose au sujet du tacle gentil que vous m'avez fait sur ma marotte qui serait les impôts. Mais je vais vous dire, monsieur Duhamel, moi je suis prêt à payer plus d'impôts. Moi, mon sujet, ce ne sont pas les impôts. Moi, mon sujet, c'est l'efficacité de la dépense publique. C'est l'efficacité de mes impôts. C'est qu'est-ce que la puissance publique fait de l'argent que je donne, que vous donnez, que nous donnons tous à travers notre consommation. Des tests. Mais non, mais non. si. mais- Santé pour tous. Mais non, monsieur. C'est pas mal. On fait des déjà comme tests. objectif. Oui, mais la santé, madame. Alors, est-ce que vous considérez objectivement qu'avec 300 milliards d'euros de dépenses de santé dans le monde, la France représente à elle seule 15% des dépenses sociales du monde. Est-ce que vous considérez que nos hôpitaux sont dans un bon état? Est-ce que vous considérez que nos infirmières sont bien payées? Je vous invite à vous poser la question. On bat le record du monde Quel d'impôts. exemple? On bat le record du Précisément monde parce qu'on lui de a la coupé dépense. les moyens, qu'on a supprimé Mais des madame, je suis en train de vous dire le contraire. On a le record du monde de la non, mais dépense. vous racontez Et je n'importe vous pose quoi. un problème d'efficacité. Est-ce que vous êtes satisfaite de l'état de nos hôpitaux et de la rémunération de nos infirmières? Non, précisément Si vous parce n'êtes qu'on pas ne met d'accord- pas assez de moyens. Si monsieur. vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que Précisément c'est parce que qu'on n'y met pas assez de fondamentalement, moyens. il y a Allez un voir la problème suppression des d'efficacité. lits. Oui, mais c'est un problème d'efficacité, madame. Mais non, c'est Quand pas un vous avez problème 30 ou 40% d'efficacité. de personnel administratif dans les hôpitaux, bah évidemment, ça se fait au détriment des lits. Posez-vous les bonnes questions. Chloé Morin. Non, je pense que l'ensemble des Français sont soucieux de l'efficacité de de l'argent qu'ils payent aux impôts. La question, c'est que depuis des années, et l'hôpital est un bon exemple, on a l'impression qu'on a essayé de réduire les coûts sans arrêt. Bien sûr. Tout a été fait en tout cas, toutes les réformes qui ont été Ça a été la vendues sur politique des 20 l'hôpital, dernières années. C'était la politique quand du même coup de ça rabot. l'objectif, Des 20 c'est de dernières années. maîtriser Oui, les coûts. c'est fier. Et on a plutôt l'impression que les choses sont de pire en pire. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins d'efficacité et quand même des dépenses qui ne sont pas contrôlées. Donc il doit y avoir quelque chose On est d'accord. dans cette obsession. Non mais peut-être que c'est qu'il faudrait partir d'une réforme qui a un objectif qui n'est pas uniquement comptable et de partir d'un objectif, je ne sais pas, transformer le système en remettant des objectifs qui ne soient pas uniquement on va réduire les Chiffrés. coûts Et se demander aussi pourquoi certains hôpitaux privés sont bien gérés. Absolument. Parce que l'argent public n'existe pas. C'est l'argent de notre travail. Ne l'oublions pas. Et le travail des Français, quand on se réveille le matin pour bosser, il n'y a rien de plus précieux que le fruit de ce travail-là. N'oublions jamais que ce qu'on appelle l'argent public, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est le fruit de notre travail. Et tout cela, il y a un devoir d'exigence de l'action publique. Il y a un véritable problème de fond aujourd'hui. Et c'est sans doute l'une des mères des batailles que nous devons mener si nous voulons redonner du sens à Allez, notre on va République, voir. à notre démocratie. Après notre débat, stop à la gratuité des tests PCR. On va voir si vous avez récolté des rouges ou des verts. Alors, Alain Duhamel, est-ce que vous avez été convaincu par Rafik Smati après le débat? Je trouve qu'il n'a pas complètement tort. Mais
Mais je trouve que prendre la position opposée, c'est-à-dire dire il doit y avoir une partie de gens qui commencent à payer, etc., ça créera une bureaucratie supplémentaire, ça créera forcément des sentiments de différence, etc. À un moment où moi je pense qu'on a d'abord besoin d'unité, de solidarité, beaucoup plus que de différence et d'opposition. Pas convaincu. Donc je pense que ça n'est en tout cas pas la priorité du moment. Pas convaincu, Alain Duhamel. Chloé Morin. Je partage l'avis d'Alain Duhamel et j'ajouterais que, étant donné qu'on est déjà empêtré dans le problème de la vaccination, autant consacrer notre énergie à résoudre ce problème-là et pas revenir sur les tests où finalement... Pas convaincu, Chloé Morin non plus. Maud Vergnol pose la question juste pure forme. Hein. Totalement opposé. Pas convaincu non plus, Maud Vergnol. C'est bien, vous avez réussi d'entrée à faire l'unanimité contre votre proposition, Rafik Smati. Mais je vais vous dire, je sais. Ah bah c'est fini, hein. Non, mais je sais que non, parce que vous empruntez c'est difficile sur le plan des autres. Mais il y a un travail d'évangélisation et je vais continuer à essayer de vous convaincre. Ça, tout à fait. Il est devenu l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine et c'est l'actualité de la soirée, la bête noire du Kremlin. Il s'appelle Alexis Navalny, vous en avez entendu parler, arrêté, jugé et condamné ce soir, on l'a appris, à de la prison ferme pour avoir violé son contrôle judiciaire lors d'une précédente affaire. Regardez, ça date de Moscou cet après-midi, fin d'après-midi, lors de son jugement. Et puis on le voit faire un cœur à l'attention de sa femme qui était dans la salle, Alexis Navalny. Il a des centaines, des milliers de partisans qui l'appellent à manifester. Certains ont déjà été arrêtés lors de précédents rassemblements. Maud Vergnol, co-directrice de la rédaction de l'Humanité, Navalny, un symbole peut-être, mais sûrement pas un héros. 90 secondes pour convaincre, top chrono. Oui, c'est très intéressant ce qui se passe ces jours-ci en Russie. Ça va peut-être faire date même dans l'histoire. Et effectivement, personne ici ne va dire que Navalny mérite 3 ans de prison ferme pour avoir critiqué Poutine sur la corruption. Moi, ce qui m'étonne en revanche, c'est à nouveau cette espèce de manichéisme diplomatique de l'Union européenne qui consiste... Et d'ailleurs, c'était un peu la tonalité médiatique ces derniers jours, à présenter Navalny comme une oie blanche. Or, il faut rappeler que c'est un sombre personnage, ce Navalny. Navalny, il est issu des rangs du nationalisme russe. Il a il a fait les marches russes avec l'extrême droite antisémite et raciste. C'est quelqu'un qui a tourné des vidéos. Si vous avez le courage, regardez-la, dans lequel il explique que les musulmans sont des cafards avec une tapette à la main, en expliquant que pour ces êtres humains-là, un revolver suffira. Abject. Dans un autre registre, il a quand même été poursuivi à 3 reprises pour détournement et escroquerie, condamné une fois pour 400 000 € de détournement sur une filiale d'Yves Rocher d'ailleurs. Donc c'est quand même loin de loi blanche qu'on voudrait nous présenter. En revanche, ce qui est intéressant, et là où il a joué un rôle, c'est qu'on voit qu'à travers son duel face à Poutine, il y a une jeune génération qui est sortie dans la rue parce qu'elle refuse que les richesses de la Russie soient confisquées par une petite oligarchie. Et c'est plutôt vers cette jeunesse qui veut décider d'un autre avenir pour la Russie qu'en soutenant ce sombre personnage que l'Union européenne devrait regarder. Place au débat. Navalny, un symbole, pas un héros. Alain Duhamel. Et ce soir, Emmanuel Macron, le président de la République, juge inacceptable sa condamnation et il demande la libération immédiate d'Alexis Navalny. Oui, ça, il peut attendre. Oui, on peut toujours le dire. Que Navalny ait un passé qui ne soit pas en sa faveur, c'est la réalité. Pour le juger, il faut essayer de mesurer ce qu'il tente de faire pour le coup depuis plusieurs années, ce qu'il fait avec un courage incroyable, ce qui a entraîné quand même une tentative, ce qui prouve son efficacité, de l'éliminer physiquement de la part du gouvernement russe, et ce qui maintenant lui vaut une condamnation totalement disproportionnée aux circonstances. Bon, il a été, dans le passé, quelqu'un de pas intéressant. Je suis d'accord. Aujourd'hui, il se comporte comme un éveilleur de conscience, comme quelqu'un qui crée une forme de critique contre un gouvernement qui est un gouvernement, je ne sais pas si le mot despotisme est exagéré, mais en tout cas un gouvernement autoritaire, ça ne fait strictement aucun doute. Donc je pense que c'est quelqu'un qui joue un rôle positif aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire de gens qui ont très mal commencé et puis qui ensuite ont fait des choses remarquables. Il y a également des évolutions inverses et je préfère que ce soit dans ce sens-là. D'accord avec ça ? Oui,
ce que j'ai dit en préalable. Hein. Moi, je suis loin de défendre Vladimir Poutine. Moi, ce qui m'étonne, c'est cette capacité de l'Union européenne à avoir des indignations sélectives et que c'est pas loin l'Union du manichéisme européenne. Aujourd'hui, si en grande Mais non, pas partie, l'Allemagne. si, pas en grande partie, l'Allemagne. enfin, l'Allemagne, c'est pour une Pas affaire de l'Allemagne. gros sous. Oui, c'est mais encore enfin, un pas autre sujet, l'Allemagne. si vous voulez, on non, y non, viendra. non, l'Allemagne, Mais- vous connaissez ça comme Écoutez-moi, moi. c'est cette Non, capacité l'Allemagne, c'est à depuis trouver- toujours. Oui, bon. Bah oui, cette bah oui. capacité, alors, hors Allemagne, allez, Ah oui, hors Union d'accord. européenne, hors Allemagne. Cette capacité, à chaque fois, essayer de présenter pour des héros des gens qui ne le sont pas. Aujourd'hui, s'il faut soutenir l'opposition à Poutine, soutenons la véritable opposition à Poutine. En pas soutenant un autre Navalny, affairiste. c'est aussi ses partisans que l'on soutient derrière aussi. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on a une vision très occidentale de ce qu'est la Russie. Les dernières études montraient que, en plus, Navalny n'est pas du tout représentatif de l'opposition russe, ce qui est bien un problème d'ailleurs pour pouvoir travailler sur une alternative à Poutine. Mais il y a quelques semaines, le personne sondage ne disait dit que qu'il est le, personne ne dit qu'il est le successeur rêvé. Non. Je vous disais, c'est Non. un éveilleur de conscience Ouais, démocratique. mais j'ai pas dit le contraire. Moi, je pense qu'en effet, Navalny, là, il faut reconnaître, il est en train, sur sa demande de libération, de mettre des gens dans la rue. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut, comme toujours, quand il s'agit de la Russie, de la Chine, des États-Unis, on peut peut-être amener un petit peu de complexité dans le débat public. Et ce que je remarque, c'est que les mêmes personnes qui le présentent comme le chantre de la démocratie contre le vilain Poutine oublient de rappeler son passif. Moi, par contre, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que je pense que quelqu'un qui a marché, qui a fait ses marches avec l'extrême droite antisémite et raciste, qui a filmé, regardez cette vidéo. Il Non, était mais fasciste hier, il l'est encore aujourd'hui. Je vous crois, D'accord. c'est pour ça que je Il n'ai- a un rôle en ce moment. Encore une fois, je suis d'accord avec Je vous. ne suis pas en train de célébrer son passé. Voilà. Je suis en train Mais vous d'approuver dites ce qu'on qu'il a le fait. droit d'évoluer. Je suis pas sûr que ce personnage. Bah écoutez, il vaut mieux évoluer dans ce sens-là que dans l'autre, franchement. Mais oui, mais rien ne me Ah, prouve il- qu'il a évolué. Voilà. Chloé Bah Morin. si, c'est propos public. Chloé Morin. Non, moi je suis d'accord avec le fait de plaider pour qu'on introduise de la complexité dans la lecture de des relations internationales, mais on a exactement le même exemple dans une autre mesure avec la manière dont on envisage la politique aux États-Unis, où on a finalement idéalisé Biden et on a diabolisé Trump, et quelque part c'était cette grille de lecture-là qui nous empêchait de voir la complexité des choses derrière, et à chaque fois d'ailleurs ça nous amène à des désillusions, puisqu'on a l'impression que Biden, c'est le sauveur qui va absolument réconcilier l'Amérique et donc là, en l'occurrence, c'est pareil pour Navalny sans doute. Il ouvre une brèche, on se dit que c'est un démocrate parfait. Et sans doute que déjà, s'il va au bout, c'est ce qui est pas sûr. Mais si jamais Surtout si on il le tue. arrivait. Ouais. Oui. Comme on a déjà essayé de le faire une Ah, fois. justement, Ouais, ouais. oui, ça peut se retrouver. Et donc on peut se dire, même s'il parvenait à ses fins, probablement que d'ici quelques années, on ne sera pas content du tout des options politiques qu'il aura choisies. Donc moi, je suis assez d'accord avec ça. Et Rafik Smati. J'adhère à l'éloge de la complexité que vous dressez. J'imagine que vous avez fait preuve de la même complexité sur les élections américaines, mais ce n'est pas le sujet. Vous avez raison sur le fait que l'Europe est parfois trop manichéenne dans ses approches. Comme Alain Duhamel, je ne veux pas dire que Navalny est un héros. En revanche, il est le symbole de quelque chose. Ce n'est pas un homme politique, il faut le dire à nos téléspectateurs. Ce n'est pas un homme politique, c'est un homme seul. Il n'a pas de programme, il n'a pas d'équipe et il n'a pas vocation, que je sache, à prendre le pouvoir. Mais il y a un switch dans l'opinion publique et dans le débat démocratique russe. Il est quand même l'homme qui s'est élevé contre Vladimir Poutine. Il a eu le courage de rentrer en Russie. Il aurait très bien pu demander l'asile politique. Il a eu le courage de rentrer en Russie. Au moment de son arrestation, il a publié une vidéo pour mettre en porte-à-faux le président Poutine. Donc c'est quand même très courageux. Donc je ne sais pas ce qu'on peut mettre dans le mot héros ou pas. C'était Mais la vidéo de la demeure de Vladimir Poutine, de ce château de Vladimir Poutine au bord de la mer Noire. Hein, c'est ça. donc ouais. qu'il se hisse Un luxe inouï. Ouais. en héros anti-Poutine, c'est quand même malgré tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Russie, il faut le reconnaître. Et moi, j'ajoute d'un mot, en ce qui me concerne, que personne ici, en tout cas à ma connaissance, aucun de nous quatre dans ce débat, n'a plaidé en faveur du manichéisme en matière de politique étrangère. Non, mais ce qui est intéressant, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, à tout prix, l'Europe cherche à incarner l'opposition à Vladimir Poutine, quel que soit le personnage à ce moment-là, comme dit Verniol, qui puisse l'incarner? Parce que c'est ça aussi qui doit nous interpeller. il y a On quand essaie même- de trouver quelqu'un qui soit face à Vladimir Non, Poutine, sans regarder précisément, tiens, d'où il vient. Ah non, c'est bon, on a trouvé notre héros anti-Poutine. Il y a quand
quand même un autre élément qui est que quand même dans la culture politique européenne, on place les libertés, la démocratie assez haut. Et donc quand dans un cas comme ça, on apprend une position, qu'on prenne une position en faveur de la liberté et de la démocratie, c'est quand même la moindre des choses. Oui, d'accord. Mais enfin, il y a d'autres pays aussi où on pourrait pointer du doigt le manque de démocratie et autres. Et puis on fait aussi du business où on reçoit en grand pompe et autres. Mais ça Maud d'accord. Vergnol, pardon, je vous en prie. Non, mais ça, je suis d'accord, ça. Ça, Sur quand ce je parlais point. tout à l'heure des Non, mais qu'il y ait un double, un double langage, etc. Après, et que dans le domaine économique, on fasse quelquefois le contraire de ce qu'on dit dans le domaine politique, je ne dirais pas le contraire. Après, je pense que sur la question que vous posez, qui est intéressante, c'est aussi le fruit d'un... Alors, Emmanuel Macron avait parlé, je sais pas si j'aime pas utiliser des termes anglais, mais de reset diplomatique avec Vladimir Poutine. Ça a été, ça n'a pas été jusqu'au bout, mais on souffre aussi d'un atlantisme effréné depuis quelques années. Par exemple, vous citiez par exemple le cas du gazoduc et du positionnement allemand. Les États-Unis viennent, pour une affaire de gros sous, mettre leur nez là-dedans, alors que les Européens sont à peu près les seuls à pouvoir décider. Il faudrait de nouveau regarder un peu plus du côté de l'Oural que de l'autre côté de l'Atlantique. Non, je veux pas. Je pense qu'on n'est plus dans la guerre froide, mais il faudrait aussi regarder. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu l'actualité du jour. C'est le vaccin Sputnik. Oui. Et ben, on va voir. On pourra en acheter. On va voir si les rapports diplomatiques vont être les mêmes après-demain. J'attends ça avec une grande. Oui, non, mais curiosité. il faudrait aussi, pour comprendre ce qui se passe de façon complexe, regarder quelles sont aussi les entreprises de tous les pays qui sont associées à cette histoire de transfert du gaz. Et à ce moment-là, on verra qu'il n'y a pas que des intérêts européens. Après ce tour d'horizon géopolitique à propos du Très cas complexe. Alexis Navalny, comme toujours en ce qui concerne la Russie, de toutes les manières, en ce qui concerne le cas d'Alexis Navalny, on va voir si Maud Vergnol a eu raison de poser ce soir ce postulat. Navalny, un symbole, pas un héros. C'est l'heure du jugement ou du verdict, mais celui-là, il est tout à fait symbolique et sans risque. C'est pas 3 ans de prison. Convaincu ou pas, Rafik Smati. Je pense que c'est malgré lui un héros, mais je suis d'accord avec. Alors, héros ou symbole non, mais je suis d'accord avec l'argument, donc vert. D'accord. Si, je considère que c'est un héros malgré tout. Non, attendez, faut choisir. Je suis contre le titre, mais pour l'argument. Je considère que l'argument l'emporte sur le titre. D'accord, donc convaincu par les arguments de Maud Vergnol. Monsieur Alain Duhamel. J'ai trouvé que ce qu'elle a dit était vrai. Je pense qu'elle sous-estime ce que cette conversion d'un passé non seulement trouble, mais totalement répréhensible à une activité positive a de souhaitable, de nécessaire et de sympathique, donc plutôt convaincu. Très bien, Chloé Morin. Moi, je suis plutôt convaincue par l'argument. D'accord, très bien. 3 beurres pour vous ce soir, Maud Vergnol. Bravo, félicitations. Après notre tour d'horizon géopolitique, après le cas Navalny, Chloé Morin, politologue, on va reparler de la stratégie de la vaccination française. Alors, on sait qu'elle est ciblée, cette stratégie. Il s'agit de cibler les plus fragiles, les plus faibles. Vous estimez qu'on devrait peut-être tourner notre regard aujourd'hui vers les plus jeunes, mais écoutez la réaffirmation aujourd'hui par le chef du gouvernement. La stratégie vaccinale de la France, après avis des autorités sanitaires qualifiées, consiste, comme d'ailleurs dans les autres pays qui nous entourent, à vacciner en priorité, d'une part, les publics vulnérables, d'autre part, les publics exposés. Ce que je peux vous dire par rapport aux étudiants que vous citez, c'est qu'il y a peu de probabilités qu'ils figurent parmi les publics les plus vulnérables. Les étudiants ne sont pas celles et ceux qui développent les formes les plus graves de la maladie, et Dieu merci que nous retrouvons hospitalisés ou dans les services de réanimation. Alors, Chloé Morin, vaccinons les jeunes en priorité. 90 secondes pour nous convaincre, allez-y. Alors, quand Ségolène Royal a proposé de vacciner les jeunes en premier il y a 15 jours à peu près, c'est limite si on lui a jeté des tomates. Pour autant, il y a une logique derrière ça, et c'est étonnant qu'on n'ait jamais vraiment eu le débat de qui vacciner. Alors,
on peut se dire qu'on va vacciner les publics prioritaires, donc les plus fragiles en premier. C'est ce qu'on est déjà en train de faire. Et donc, laissons ça à part. C'est une chose. Mais il reste, une fois qu'on a vacciné ceux-là, qui sont 18 millions, quelque chose comme ça, il reste une immense partie de la population, enfin quasiment 50 millions de personnes. Et donc là, on n'a absolument pas eu de débat sur qui devra être vacciné en priorité dans ces personnes-là. Alors certes, nous n'y sommes pas encore, mais je pense que si l'on sort de la logique sanitaire, évidemment, la logique sanitaire, c'est ceux qui ont le plus de risques passent en premier. Mais si on prend en compte la logique économique, le fait qu'il y ait la pauvreté chez les étudiants notamment qui explose. On a tous vu ces images de files d'étudiants qui vont chercher à manger dans des associations. Il y a évidemment les risques psychosociaux, les nombreux jeunes qui souffrent véritablement de la situation actuelle. Donc, en dehors de la logique sanitaire, je pense qu'il est entendable de dire qu'on peut donner une chance aux jeunes de rattraper les années qu'ils sont en train de perdre. Alors, place au débat, vaccinons les jeunes en priorité. Alain Duhamel. Non, je pense que... Vous ne voyez pas ma liste dans le fait que je vous fasse commencer en premier. Oh, ben je sais très bien ce que vous pensez, que mon après genre. tout, je suis le plus égoïste ici. C'est bien sûr. Bon, je me suis fait vacciner ce matin, dans les règles. Bon, et ça s'est très bien passé, c'était très bien organisé, je le dis parce qu'on critique toujours tout. C'était très bien organisé. Vous avez la 5G maintenant, vous captez comme il faut? Non, mais je suis un peu ralenti intellectuellement, mais enfin ça c'est la poursuite d'une longue évolution. Ce que je voulais dire, c'est que ou bien on dit que la vaccination des jeunes est une priorité, mais à ce moment-là, c'est aujourd'hui, je veux dire. À ce moment-là, c'est un changement de doctrine complet et une grande différence avec tout ce qui nous entoure. C'est pas forcément que tout ce qui nous entoure est idéal, hein, mais c'est un grand changement. Ou bien il s'agit simplement de dire toutes les personnes objectivement prioritaires en matière de santé, c'est-à-dire pour mettre les pieds dans le plat, ceux qui meurent, seront traités, donc, disons, les 15 millions, et ensuite, bien sûr, on peut considérer que les jeunes passent pour des raisons psychologiques et sociales, voire alimentaires, avant les autres à ce moment-là. S'il s'agit de dire ça, je suis complètement d'accord. Mais en revanche, il faut bien avoir en tête quand même, quand on dit ça, qu'il faut commencer par les 15 millions, parce que ceux qui meurent, c'est parmi les 15 millions. Dieu merci, ça n'est pas parmi les jeunes, ou sauf vraiment de façon exceptionnelle. C'est toujours dommage, mais ça n'est pas représentatif. Mais ce qui est étonnant... La mort est chez les vieux et chez les malades. Oui, et la sûr, vie est chez les jeunes. Mais qu'est-ce qu'on doit privilégier aujourd'hui? Il faut commencer par les vieux et par les malades. Il faut pas privilégier la vie? Non, il faut commencer par ceux qui meurent. Enfin, ça me paraît une évidence. Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas de débat vraiment sur ces 50 millions de... C'est un débat philosophique, un débat sociétal. Sinon, tout le monde est d'accord pour dire que l'objectif, quand même, en arrivant à la fin de l'été, c'est que tout le monde, que tous ceux qui l'aient voulu... Si on y arrive. Non, mais parce que j'ai oui, mais c'est l'impression l'objectif. que les on ne objectifs sait pas. sont révisés assez... Oui, mais enfin, on disait au début du mois de janvier, on disait qu'on n'aurait jamais 1 million de personnes qui auraient été vaccinées. À la fin du mois de janvier, il y en avait 1,5 million. Donc, mais regardez le débat qu'il y avait eu aux États-Unis il y a déjà quelques semaines. On se demandait s'il fallait vacciner en priorité certains travailleurs essentiels. Ils s'étaient même demandé s'il fallait vacciner les Pères Noël pour des raisons psychologiques. C'était juste avant Noël. Et ce débat-là, nous ne l'avons jamais eu. C'est-à-dire qu'on a eu un débat sur est-ce qu'il faut confiner les personnes âgées ou pas. Ça, c'est un débat qu'on a eu. Mais dans quel ordre on va dérouler les choses finalement? Est-ce qu'il va y avoir des professions prioritaires sur d'autres? Est-ce qu'il va y avoir des âges justement prioritaires sur d'autres? Je trouve qu'on n'en parle pas. Ouais. Et aujourd'hui, ça fait d'ailleurs trop peu de temps qu'on parle de la précarité des jeunes et de la souffrance des jeunes dans cette crise. Maintenant qu'on en parle, autant essayer de donner une perspective positive une fois qu'on aura effectivement vacciné ceux qui concrètement courent les risques de mourir. Rafik Smati. C'est un débat extrêmement intéressant et je vous remercie de le mettre sur la table. Très intéressant parce que philosophiquement, je suis enclin à être mais à 10 000% avec vous. C'est-à-dire qu'on voit la détresse aujourd'hui de la jeune génération, l'absence d'avenir et on se dit, en tous les cas c'est ce que je me dis logiquement, et si c'était pas
retour d'ascenseur quelque part que de dire que dans une hypothèse de vaccination large, les jeunes passeraient en priorité. Ça, c'est une approche philosophique. Mais ensuite, j'ai une approche un petit peu plus rationnelle. J'essaye de me mettre dans la peau de ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui, aux responsabilités, et j'essaye de voir les choses. Combien de personnes ont plus de 75 ans aujourd'hui ? Environ 4 millions. On est dans une pénurie de vaccins. Donc la logique, c'est de vacciner évidemment les 4 millions et demi parce que ce sont eux qui courent le plus de risques. Ensuite, très logiquement, on peut se poser la question, le personnel soignant, ça passe quand même en priorité. Et puis les profs qui sont dans des salles de classe avec des enfants qui transmettent le virus, etc. Donc si on est sur un terrain purement rationnel et purement objectif, en se mettant dans une situation où on est aux manettes, c'est plus difficile d'aller dans votre direction. Même si philosophiquement, je vous soutiens complètement. Je pense que c'est vraiment un choix politique, pour le coup, effectivement. Sauf que Clément a raison, ça a été verrouillé dès le départ. C'est-à-dire, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il n'y a pas eu de débat. Alors, un débat au Parlement, un débat philosophique, un débat de société, au moins une interpellation du pays, de la nation. Il y avait surtout une priorité à fixer, quand même, oui, sur le oui, champ. d'accord. Mais alors, si on pousse jusqu'au bout une priorité, pour se rendre compte aujourd'hui que finalement, en quelques mois, l'état des Français, l'état moral des Français s'est dégradé. La jeunesse aussi aujourd'hui, son état mental s'est dégradé, sa situation financière s'est dégradée pour, pardon, je vais être d'un cynisme absolu et je ne vais pas me faire que des amis, vacciner des gens pour leur donner 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans de vie supplémentaire par rapport à ceux qui ont la vie devant eux. À une certaine époque, on disait les femmes et les enfants d'abord, mais pour privilégier la vie et la continuité. Vous dites le contraire de ce qu'a dit Chloé. Vous dites le contraire. Non, non. Ah si, non. Si, elle a dit on commence par les personnes fragiles et vulnérables et ensuite on donne la priorité aux jeunes. Vous dites on commence par les jeunes et par ensuite ceux qui contaminent le plus, par les actifs. Ouais. Et les vieux et les malades. Autrement dit, vous envoyez un certain nombre de gens dans un cimetière. Non, parce que si. non. Si. Je vaccine ceux qui sont les agents contaminateurs, ceux qui sont le plus au contact de la population et des personnes âgées en particulier. Donc vous envoyez des gens au cimetière? Non. Ce qui s'est passé dans les EHPAD, c'est surtout les personnels soignants qui ont été les contaminateurs. Oui, c'est là qu'il y a eu le plus de morts, proportionnellement. Et ça continue dans les EHPAD. Mais oui, parce que les gens vulnérables meurent. Oui, les gens les plus âgés, les plus fragiles. Maud Vergnol. Oui. Moi, je suis assez sensible à vos questionnements qui posent des questions intéressantes. Ceci étant, la première chose, c'est que j'ai peur de l'aspect un peu fausse bonne idée. Est-ce qu'on est absolument persuadé que ce vaccin, sur lesquels visiblement les médecins ont des doutes, puisqu'ils ne les conseillent pas quand même à des personnes au-dessus de 65 ans, d'ailleurs moi je n'ai pas toutes les réponses et les explications là-dessus, sera forcément le sésame pour faire en sorte que, effectivement, moi je partage totalement la situation absolument terrible que vivent les jeunes en termes d'anxiété, de dépression, de précarité, voire de pauvreté. Un étudiant sur 6 a abandonné ses études. Et effectivement, au bout d'un moment, il faudra peut-être rendre des comptes à cette génération sur les choix qui ont été faits aujourd'hui. Est-ce que le vaccin, qui visiblement en plus n'empêche pas la circulation, voire la transmission du virus, pourrait répondre à ça ? Je ne suis pas forcément sûre que ce soit la solution unique. Après, là où je suis un peu d'accord avec avec Monsieur Duhamel, pardon, c'est que avec Alain Duhamel, bien sûr, excusez-moi. Non, vous êtes la 3e seulement. Oui, c'est désagréable, j'en conviens. Avec Monsieur Duhamel, je vais continuer à vous appeler Monsieur. C'est qu'en bien, effet, ça c'est très bien. C'est encore mieux. En effet, moi, je comprends le gouvernement. Au bout d'un moment, le vaccin, il sert à sauver des vies humaines. Et les chiffres. Sont absolument accablants. L'âge moyen de décès lié au Covid, c'est 82 ans. Après, là où je trouve que vous avez raison aussi, c'est qu'il y a un angle mort sur l'après, sur ceux du dessous. C'est-à-dire que, par exemple, il y a quelque chose, moi je suis très étonnée que personne n'en parle, mais un des facteurs de comorbidité, c'est les personnes qui souffrent d'obésité. Et par exemple, il y a eu un énorme angle mort, au début de la vaccination. Oui, mais on a mis du temps. 40%, 40% des cas en réanimation, on a mis du temps. Donc je trouve que vous avez raison qu'il y a un angle mort. Après, est-ce que ce vaccin-là, aux jeunes, permettra d'accélérer la sortie de crise pour eux ? Je sais Pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas un débat démocratique, tout simplement, vous voyez, au Parlement, où à partir du moment où on a commencé par les plus fragiles, maintenant, on essaie de demander à la représentation populaire, que fait-on ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Et on pose le dossier devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Moi, je pense qu'en ce qui concerne les jeunes, la priorité, ce qui sera la solution, sera le moment où on pourra leur dire
au mois de septembre, tout le monde reprend ses cours, tout le monde retourne à l'école. Ceux qui malheureusement, ça sera beaucoup d'entre eux, qui ont des très grosses difficultés, on va vous aider particulièrement et on va créer des conditions pour ça. Je pense que c'est d'abord ça, le retour de l'espérance pour eux. Alors les vaccins, bien sûr, je suis tout à fait pour qu'ils soient vaccinés, mais je pense que c'est d'abord l'espérance qu'il faut ressusciter. Oui, je pense qu'en fait, ça doit faire partie d'un signal global qui doit être envoyé aux jeunes, et ça passe notamment par le retour, enfin par la possibilité du retour en cours, mais de manière beaucoup plus immédiate. En gros, ça ne peut pas être juste les repas à 2 € par jour. C'est quoi, c'est une espèce d'aumône, ça? Ça suffit la pas. Charité. Ça ne suffit pas, puisqu'on voit bien qu'il y a effectivement un étudiant sur 10 qui a abandonné ses études. C'est vrai, mais il n'y a pas beaucoup de pays qui l'ont fait. Non, mais... Hein? Ah oui, il faut reconnaître ce qu'on fait de bien aussi. Bien sûr, mais je pense qu'on peut faire encore beaucoup plus. On peut faire mieux, sûrement. Il y a néanmoins une faille dans le raisonnement, c'est que Alain Marchal disait tout à l'heure qu'il fallait peut-être vacciner ce qu'il appelait les agents contaminants. Sauf que on pourra vacciner les agents contaminants, c'est-à-dire les jeunes actifs, quand nous aurons suffisamment de vaccins. Mais ce jour-là, la question de la priorité ne se posera plus, puisqu'il y aura des vaccins pour tout le monde. C'est un petit peu le côté ambigu du raisonnement, si vous voulez. Non, parce qu'en fait, quand on n'aura jamais assez de vaccins d'un coup. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer de 15 millions de vaccins à 66 millions de vaccins. On va passer de 15 à 20 à 25. Et donc, il va falloir à chaque fois inventer des étapes et des critères, en fait, pour être éligible. Donc, même si on exclut tous ceux qui ne veulent pas se faire vacciner et qui sont quand même de moins en moins nombreux, au fur et à mesure qu'on vaccine les gens, ça rassure tout le monde. Il va falloir imaginer quelle catégorie de population on veut prioriser. Et ça doit être un choix démocratique. Ah ben on va voir si vous avez convaincu après cette discussion et vos arguments. Chloé Morin, c'est le moment du jugement. Alors, convaincu, est-ce qu'on vaccine les jeunes en priorité? Maud Verniol? Les questionnements posés, en tout cas, m'ont convaincu, puisqu'ils amènent à réfléchir, ils amènent un peu de subtilité. Donc, Ok, un verre. Validé par Maud Verniol. Rafik Smati. Oui, c'est beaucoup plus compliqué que vous ne le dites. Je vous fais la même réponse que vous m'avez fait tout à l'heure. Vous m'avez mis un rouge, moi je vous mets un vert. Alain Duhamel. Convaincu, Rafik Smati. S'il s'agit de dire que quand les personnes à risque auront été vaccinées, on s'intéresse aux jeunes, je ne vais pas vous dire le contraire, ça me paraît le bon sens. Donc, malgré l'ostracisme vis-à-vis des personnes âgées, je mets quand même le vert. C'est fait. On va écourter un verre pour Chloé Morin pour sa première participation qui nous a fait un grand chelem. 3 verres. Bravo, félicitations. On va écourter qui va vous convaincre pour s'intéresser à des annonces que vient de faire le président de la République il y a quelques instants. C'était chez nos confrères de TF1 puisqu'Emmanuel Macron a assuré aujourd'hui que ce soir, il y a quelques minutes, d'ici la fin de l'été, il y aurait un vaccin pour tous les Français et dès la fin février, 4 sites en France produiront le vaccin. Donc on voit bien qu'on est dans une accélération de la part du président de la République.